les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je m'appelle François Modémé, je suis né en Champagne en 1987, j'ai donc 36 ans. Nous filmons cette vidéo avec vous. Je suis ancien officier de l'armée française, je suis passé par Saint-Cyr, infanterie. J'ai déposé ma démission assez rapidement après l'école. Et je suis revenu à ma seconde passion, la musique, c'est-à-dire le chant d'opéra et tout ce qui concerne la musique, en fait, l'exécution académique. J'ai passé 5 ans en Angleterre à l'étudier, aussi en conservatoire. J'ai pas terminé le conservatoire là-bas. Et en 2014, avec les anciens amis de lycée et de collège, on s'est déplacé. On a tenté l'expérience en Russie. On s'est déplacé jusqu'à Donetsk. On a décidé de rester. En 2016, je me suis installé définitivement à Donetsk et en Russie. J'ai ensuite enseigné le français à l'université technique d'État à Donetsk. J'ai travaillé dans ça s'appelle les agitbrigades, c'est-à-dire des troupes d'artistes qui font des tournées sur le front. Ensuite, j'ai repris mes études de chant au conservatoire à Donetsk. J'ai commencé à travailler à la Philharmonie. J'ai travaillé 6 ans à la Philharmonie de Donetsk. En 2022, j'ai fait 1 an dans les volontaires mobilisés en DNR. Toute ma vie, j'ai cherché ma place, où je pourrais trouver une vocation, un élan. Je l'ai trouvé dans le Donbass. C'est dans ce quartier que ma compagnie a pris d'assaut les positions du bataillon d'Azov. Ils étaient presque dans tous les immeubles. Il fallait prendre petit à petit, immeuble après immeuble, quartier après quartier. Cela ne fait plus peur. Cela n'a aucune importance, vous comprenez? Il faut aller jusqu'au bout et d'abord faire de bonnes choses. Sauver des gens, aimer les gens. Il faut savoir que nous combattons le mal. Nos ennemis sont ceux qui veulent détruire le monde russe. Et en 2023, j'ai repris mes études au conservatoire de Moscou. Là, je termine mes études et je travaille aussi à l'opéra à Samara. Et là, ça fait un an et demi que je suis à l'opéra et au conservatoire. Voilà, j'ai repris ma première passion, ma première spécialité, ou ma seconde, c'est comme vous voulez. Voilà. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. C'est un parcours assez long, ça fait 10 ans que j'ai relancé ma vie. En 2014, c'est vraiment un endroit qui transforme le paysage géopolitique mondial. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'arrêt à l'expansion de l'OTAN, un coup d'arrêt à l'expansion de l'Union européenne et un coup d'arrêt en fait à cette marche vers l'Est de l'atlantisme. C'est un phénomène intéressant parce qu'il y a un peuple qui est encore, on va dire, organique, qui est basé sur des traditions ouvrières. C'est pas du tout un folklore, c'est pas du tout quelque chose du passé. C'est-à-dire qu'il y a encore une grande partie de la population à ce moment-là qui travaille dans les usines et dans les mines de charbon. Et c'est une population, on va dire, nordique. C'est pas asiatique ou moyen-orientale. C'est-à-dire que c'est le seul résidu de force ouvrière concrète qu'il y a dans l'hémisphère nord. Il se trouve dans le Donbass et donc ça a formé une force, on va dire, politique et sociale qui est capable en fait de prendre des décisions pour elle-même et qui est capable de résister
à une certaine forme de pression qui lui serait appliquée. C'est un phénomène socioculturel intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pourrait concevoir dans un passé déjà assez lointain, c'est dans les années 60, 70, les mouvements sociaux ouvriers. C'est vraiment une insurrection qui est basée sur, une contre-insurrection qui est basée sur un mouvement ouvrier pur et dur, avec une culture ouvrière réaliste et avec une culture intellectuelle et collective qui vient de là. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des valeurs dont peuvent s'enorgueillir beaucoup de gens en Occident, mais sans pouvoir en fait y donner un sens concret, parce qu'il n'y a plus la tradition ouvrière. Elle existe encore là-bas et c'est celle qui a permis en fait de créer une sorte d'aventure collective qui est unique dans l'histoire du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a juste des gens qui ont une expérience de vie. On se retrouve en fait avec une population qui contient une énorme quantité de gens qui ont une expérience de vie qu'on va pas qualifier forcément de supérieure, mais plus riche, et en fait qui se rattachent à des choses qui nous font plaisir, qui datent du monde passé, qui font partie en fait de toute cette nostalgie de choses perdues, c'est-à-dire une culture littéraire, artistique, populaire, de masse, mais de qualité. Ces gens-là, pour ces gens-là, c'est encore un présent. Voilà. Mais mis à part la dimension populaire, c'est pas également un élément spirituel. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ce qui me permet d'amener la question du monde russe. Alors pour vous, le monde russe, est-ce que ça existe? Est-ce que ça mixe là? Est-ce que c'est une réalité concrète vécue par les gens et qui ne doit pas être conceptualisée comme ça? Oh oui, c'est un monde qui est réellement à part et qui a réussi en fait à survivre par sa spécificité. Et en fait, il peut pas être entièrement occidentalisé, il peut pas non plus être entièrement asiatique. Et justement, il y a une culture littéraire, une culture musicale à part, qui est présente ici au conservatoire, évidemment. C'est juste dans la terre, vous comprenez? C'est dans la steppe, c'est dans la forêt, c'est dans la taïga. C'est en fait dans les grandes contrées que se forme en fait une forme de pensée qui est tout à fait à part. Et bon, bah, on revient à cette question éternelle de, voilà, est-ce le peuple, la génétique qui fait le peuple ou la terre? Je pense qu'il y a un peu des deux, et donc là, on se retrouve en présence d'une forme de culture qui est à la fois continentale et hyperboréale. Moi, ça me plaît. C'est ce qui me parle. Voilà. C'est une culture, voilà, continentale et hyperboréale. Elle est à l'heure actuelle unique. C'est la dernière qui existe réellement, parce qu'il y a vraiment un espace qui permet encore de retrouver tout cela. Ça se retrouve avant tout dans la nature et dans les conditions climatiques d'existence. Et une question un peu provocatrice, ressentez-vous davantage le monde russe quand vous êtes dans Donbass plutôt que quand vous êtes à Moscou, comme on est actuellement là? Non, il est partout. C'est-à-dire que les gens qui vivent ici, ils ont tous une maison de campagne, ils voyagent tous. C'est-à-dire que les gens sont tous, quoi qu'on fasse, profondément enracinés dans la terre russe. Quoi qu'on fasse, et je pense que le témoignage le plus criant de ce sentiment, il réside dans tous les expatriés qui continuent en fait de regarder les vieux films, de regarder les vieux dessins animés, qui continuent en fait de parler russe et de vivre d'une façon russe. Et on sent qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont cette volonté, ce désir de revenir en terre russe. Il y a des désaccords politiques qui peuvent survenir, ou alors des conceptions, on va dire, de la société qui font qu'ils ne reviennent pas, ou qu'ils reviendront plus tard. Mais on sent vraiment que dans le peuple qui est né ici, au bout de plusieurs générations, à l'étranger ou ici, cette terre russe, elle est tellement présente en eux que à Donetsk, à Moscou, à Mourmansk ou à Vladivostok ou à Irkoutsk, vous allez retrouver en fait un même caractère, une même façon d'être, et donc ça va se traduire dans la culture littéraire, populaire, musicale et tout ce que vous pouvez rattacher à cette idée. Alors là, nous nous trouvons devant le conservatoire, devant le monument dédié au grand compositeur russe Tchaïkovski.
peut-on dire qu'il est l'incarnation musicale de cet âme russe? Et deuxième question plus personnelle, parmi ces œuvres, laquelle vous touche le plus? C'est Gilles. L'œuvre centrale de Tchaïkovski, on va dire que c'est Eugène Onegin, c'est un opéra qui résume la mentalité et la vie de la haute société, du beau monde, la vie bourgeoise à partir du 19e siècle qui englobe en fait toute l'Europe et le monde aujourd'hui. C'est une musique qui est formidable parce qu'elle est, bien sûr, elle est européenne, elle est basée sur les canons européens, Beethoven, Mozart, Bach, mais elle utilise en fait, comment dire en français, elle utilise un tissu musical qui se base en fait sur des inspirations populaires et des choses qui sont entendues à la campagne, dans la nature, seulement en Russie. C'est des choses qui sont, c'est une musique qui est typiquement russe. Et donc Eugène Onegin, on va dire, c'est la musique par excellence de Tchaïkovski. Mais bien entendu, les ballets russes, ils sont beaucoup plus, on va dire, jouables à travers le monde parce que il n'y a pas la langue russe qui sert de barrière. Ce qui fait que finalement, on a une culture qui nous est propre, une langue qui nous est propre et qui nous permet d'avoir on va dire un répertoire culturel unique de par le monde et qui est le nôtre et qui va, on va dire, définir la Russie. Bon, Tchaïkovski, le compositeur le plus russe, c'est difficile à dire parce que vous comprenez que Tchaïkovski, il a du sang français. À ce moment-là, on parle énormément en français, mais c'est une synergie européenne qui est inévitable, juste parce que la partition de musique, elle sert à unifier toute cette culture européenne dont la Russie fait partie. Mais on va dire que c'est pas le meilleur, non. C'est un compositeur qui, c'est assez compliqué à expliquer parce que tous les compositeurs sont grands, mais c'est peut-être celui qui, parmi tous les génies de la musique russe, il a su imprimer son nom et son inspiration. Et on va dire qu'il est le premier de tous les compositeurs russes, mais on ne peut pas le situer plus haut que d'autres compositeurs comme Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Moussorgsky, qui sont tous des gens qui sont extraordinairement talentueux et qui ont su sentir la synergie qu'il y avait entre l'âme russe, l'âme du peuple russe et une culture qui est proprement européenne. Mais je vous en prie, à bientôt.